Pendant des années, je terminais mes conférences en disant « Nous sommes tous des journalistes ». Et je le crois vraiment. La bataille médiatique doit devenir un véritable mouvement citoyen, un mouvement populaire. Il n'y aura pas de mouvement anti-guerre si vous n'avez pas un mouvement d'information indépendant fondé sur les citoyens. Hommes, femmes, toutes générations, toutes origines. Bonjour à tous, ici Pascal des études sur la neutralité. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec Michel Collomb, un écrivain et journaliste belge qui a écrit de nombreux livres anti-guerre fascinants en français, dont La gauche et la guerre, analyse d'une capitulation idéologique, Ukraine, guerre d'image, et plus récemment, 7 octobre, enquête sur les faits et les mensonges. Ce sont les sujets que nous souhaitons aborder aujourd'hui. Alors Michel, bienvenue. Merci de m'avoir invité. Merci d'être en ligne avec nous. Nous avons eu une très brève discussion juste avant et vous m'avez dit que vous travaillez sur ces sujets depuis 35 ans et que vous avez en fait publié beaucoup de livres à leur sujet, au-delà de ce que je viens de présenter. Pouvez-vous peut-être me donner un aperçu de tout ce sur quoi vous avez travaillé au fil des années? Oui, cela a commencé en 1991 avec la première guerre contre l'Irak, qui était déjà vendue. J'utilise vraiment le terme « vendre une guerre ». Je ne l'ai pas inventé. Des experts comme Bernays, très connus, mais aussi d'autres moins connus, comme Laswell et Frank Raymond Jr., ont expliqué comment la CIA et ses services doivent utiliser des techniques publicitaires pour vendre une guerre, tout comme on vendrait une voiture, du savon ou n'importe quoi d'autre. Donc, j'ai commencé avec la première guerre du Golfe en 1991, en prêtant attention aux médias, en me méfiant des médias, et en analysant les mensonges médiatiques déjà présents lors de cette première guerre du Golfe. Parce que la question des armes de destruction massive n'a pas commencé en 2003. Il y avait déjà une première campagne très réussie avant cela. Et une autre chose, il s'agissait davantage des couveuses, les fameuses couveuses. C'était aussi dans le livre. Et puis j'ai continué avec les mêmes mensonges médiatiques à propos de la guerre contre la Bosnie. Aussi, le suivant, Monopoly, l'OTAN conquiert le monde, portait sur la question du Kosovo. Et là, on retrouve les mêmes mensonges médiatiques. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai publié le premier livre, Attention Médias, bien sûr, les grands journaux, ici en France et en Belgique, dont nous analysions la couverture et montrions comment ils avaient réellement manipulé l'opinion publique, n'étaient pas contents et ont refusé de m'inviter. Certains journalistes de la radio et de la télévision publique belge m'ont tout de même invité pour une discussion très intéressante. Et j'ai même été invité à publier un article dans la revue interne de la RTBF, la radio-télévision publique francophone. Vous voyez donc, le débat était ouvert. Et après la première guerre du Golfe, il était connu avec la fameuse histoire des couveuses, une fake news amplifiée par les médias, que le public avait été manipulé. Ensuite, on a vu beaucoup de journalistes dire « Oh, plus jamais ça ». Eh bien, juste avant, il y avait eu Timisoara, où le journal avec lequel je travaillais avait annoncé dès le début « c'est une fausse information ». Mais ensuite, on a entendu « d'accord, plus jamais ça ». Et puis cela s'est reproduit en Bosnie, au Kosovo. Je ne vais pas donner d'exemple maintenant. L'un de ces livres a été traduit en anglais, en fait 2. Il portait sur la Yougoslavie. Puis j'ai continué en 2011 avec Libye, OTAN et mensonges médiatiques. Manuel de contre-propagande, montrant en effet que cette guerre avait été vendue de la même manière. Un ami à moi publiait un livre sur la Syrie. Puis en 2015, j'ai publié Suis-je ou non Charlie? Et le sujet principal était les États-Unis derrière le soi-disant terrorisme djihadiste, montrant qu'en réalité, utiliser des terroristes était une nouvelle stratégie très brillante lancée par Brzezinski
en fait initié auparavant par les Britanniques. Nous montrons les conséquences de cela. Ensuite, nous avons publié plus récemment Ukraine, la guerre des images. J'ai fondé un collectif, Test Media International, qui analyse la couverture de la guerre et montre avec beaucoup d'images comment l'opinion publique a été manipulée. C'est un peu difficile à montrer comme ça, je peux vous envoyer des images si vous voulez, mais nous montrons les images qui manipulent. Puis nous analysons ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été montré, les images qu'ils ont refusé de publier, et aussi les manipulations derrière, par exemple Butcha et ce genre de choses. Et puis plus récemment, avec la même équipe, nous avons publié 7 octobre, Enquête sur un jour qui a changé le monde. On pourrait dire que c'est le livre sur les fausses informations, des bébés décapités, des femmes violées, des personnes tuées en masse parce qu'elles étaient juives, et d'autres choses de ce genre, ainsi que ce qui a été caché à propos du 7 octobre. Je fais ce travail parce que je pense que la guerre est une tragédie, comme nous le voyons aujourd'hui à Gaza et ailleurs. Les gens dans le monde détestent la guerre. Ils détestent que des personnes souffrent, que des femmes et des enfants soient tués à cause de la guerre. Et bien sûr, si l'élite veut que les gens ordinaires acceptent la guerre, elle doit la vendre pour une bonne raison, un bon objectif. J'ai fait une synthèse de mon enquête dans ce que j'appelle les 5 principes de la propagande de guerre. Je veux dire, si vous êtes le président des États-Unis ou de la France ou des personnes de ce genre, vous ne direz peut-être pas « J'attaque ce pays à cause du pétrole, du gaz, de l'uranium, des ressources, de la position stratégique ou parce que ce gouvernement ne me plaît pas et que je veux le renverser. » Il faut toujours donner une bonne raison, noble. Nous nous battons, nous sommes les gentils, donc nous nous battons pour la démocratie, pour les droits des femmes, contre le terrorisme. C'est une très très bonne façon de vendre une guerre. Ou les armes de destruction massive, et ce genre de choses. Toujours. Donc premièrement, cacher les intérêts économiques. Deuxièmement, cacher l'histoire. Dans toutes ces régions, il y avait des puissances coloniales. Elles ont pillé les ressources. Elles ont amené la pauvreté. Et aussi, elles ont organisé le fameux « diviser pour mieux régner ». Les Britanniques excellaient dans ce domaine, bien sûr, diviser pour mieux régner. Mais les Français et les Belges l'ont aussi pratiqué dans certaines régions. Et il faut cacher l'histoire de la manière dont les puissances coloniales ont manipulé les populations pour les diviser dans une région et provoquer des guerres et des conflits. Aux États-Unis, ils font cela aujourd'hui. Ils ne peuvent pas envoyer directement leurs troupes. Ils ont été vaincus au Vietnam, en Irak, en Afghanistan, donc ce n'est pas une bonne idée d'envoyer des soldats. Ils doivent trouver des troupes locales et utiliser le fameux « diviser pour régner ». Le troisième principe de la propagande de guerre est de diaboliser. On ne peut pas dire « nous attaquons toute une population ». Cela ne serait pas accepté. Il faut donc dire « nous attaquons un dirigeant, un dictateur ou un groupe parce que ces gens sont très dangereux. Ce sont des monstres. Ils possèdent des armes terribles. Ce sont des terroristes, et ainsi de suite. » Diaboliser. Et bien sûr, pour cela, il faut une histoire. Des bébés décapités, très bon exemple. Des femmes violées, très bon exemple. C'est quelque chose que l'on peut vendre. Le quatrième principe de la propagande de guerre consiste à inverser les rôles entre l'agresseur et la victime. Il faut toujours se présenter comme la victime ou comme celui qui défend la victime. Et Israël excelle dans ce domaine. Israël attaque depuis environ 8 ans et Israël est toujours la victime. C'est toujours lui qui est agressé. Et il y a un récit qui va dans ce sens. Et le cinquième et dernier principe de la propagande de guerre, c'est de monopoliser. Vous savez, dans une guerre, il y a toujours 2 ou 3 versions.
Donc le public devrait, comme un bon juge, écouter l'une, écouter l'autre, puis se faire une opinion. Mais cela n'est pas autorisé, car à la télévision et ailleurs, on n'entend que le bon côté, et jamais l'autre version. Il n'y a donc pas de véritable débat à la télévision. Il y a quelques débats sur la manière dont cette guerre devrait être menée, ou peut-être sur la question de savoir si nous devrions arrêter cette guerre, etc. Mais jamais on ne débat du droit que nous avons de faire la guerre en Irak, en Yougoslavie, en Afghanistan, au Liban, en Ukraine, à Gaza, etc. Cela n'est jamais débattu dans les médias grand public. Et j'insiste là-dessus parce que depuis 35 ans, comme vous pouvez l'imaginer, chaque fois que nous publions un livre, nous l'envoyons aux médias grand public. Nous envoyons environ 100 exemplaires en France, en Belgique, en Suisse, etc. Et le résultat, c'est rien. Il y a eu 2 exceptions, en Belgique et en France. J'ai participé à certains débats tard le soir, dans une émission célèbre appelée Ce soir ou jamais. J'y ai été invité de 2008 à 2014, puis l'émission a été annulée. Le président, François Hollande, a dit « terminé ». Et après cela, je ne suis plus jamais passé à la télévision avec ces livres. Ils n'osent pas débattre. Bien sûr, ils collent l'étiquette « conspirationniste » et c'est tout. Mais ils n'osent pas discuter de cela. J'insiste là-dessus, parce que je pense que la seule force capable de briser ce silence, cette omerta, ce sont les gens eux-mêmes. Les livres sont faits pour éduquer les gens ordinaires à prendre conscience de la guerre de propagande et à agir contre elle. Je trouve cela fascinant et extrêmement important. Le récit de la propagande est élaboré pour, encore et encore, justifier les guerres et l'ancrer véritablement dans l'esprit des gens, ce qui est censé être perçu comme effrayant. Un historien, un bon historien, un collègue à moi de l'université de Kyoto, a jeté son verre et m'a dit qu'il ne voulait pas écouter ces stupidités. Lorsque je lui ai dit que le bombardement de la Serbie par l'OTAN en 1999 était une violation du droit international. Et il m'a crié dessus. Nous ne devons jamais permettre Srebrenica. Srebrenica. Nous avons le devoir d'empêcher cela. Et il a présenté cela comme quelque chose d'aussi émotionnel et important, que je dois dire. Comment les médias parviennent-ils à lier la défense des victimes, comme vous l'avez dit, à cette obligation émotionnelle d'intervenir et de refaire la guerre? Avez-vous compris comment cela fonctionne au niveau individuel? La réaction de ce professeur est très typique et ne me surprend pas. J'entends cela très souvent. Et vous avez raison de dire qu'il est motivé par l'émotion. Il ne réfléchit plus. Où sont les faits? Que dit l'autre camp? Et qu'est-ce que je dois vérifier? Il suffit de vérifier. Que dirions-nous, je le répète, d'un juge qui dirait à l'un « je vous écoute » et à l'autre « taisez-vous ». Ce ne serait pas un bon juge. Même s'il a son opinion, son émotion, il doit vérifier les faits. Et c'est très typique que, et je dirais même plus les intellectuels que les gens du peuple, réagissent ainsi. Aussi parce qu'ils ont été éduqués dans cette idée. Nous sommes les bons, l'Occident est le bon, et l'Occident se bat toujours pour la démocratie. J'ai été en Yougoslavie de nombreuses fois dans les années 90. J'ai réalisé des reportages, j'ai fait un film. Et en fait, la conclusion de ces 2 livres que j'ai publiés, et il y a d'autres enquêteurs, c'est que tout cela était un énorme mensonge. La question des fameuses bombes sur le marché de Markal à Sarajevo, tous les experts de l'ONU et les militaires occidentaux ont dit que ce n'étaient pas les Serbes, mais les musulmans. Izetbegovic, le président de la Bosnie, l'a également reconnu. Et il a reconnu qu'il n'y avait pas de camp de concentration, qu'il avait inventé cela pour obtenir l'intervention de l'OTAN. Et la question de Srebrenica, il y a un débat à ce sujet.
Il y a certains enquêteurs, et j'ai publié des livres à l'époque dans des médias dits de test, montrant que d'abord, le problème autour de Srebrenica a commencé avec un commandant musulman appelé Nazer Oric, qui a dévasté de nombreux villages autour de Srebrenica. Ensuite, il y a eu des combats. Je ne nierai pas que dans ces combats, les Serbes ont gagné et que probablement certaines personnes ont été exécutées. C'était une vengeance, mais ce n'était pas un génocide. Et tous les experts le montrent. Ils sont donc d'accord là-dessus. On dit dans les médias occidentaux que Milošević était un nouveau Hitler et qu'il était responsable des atrocités commises par les trois camps en Bosnie entre 1991 et 1995. Mais vous savez, il a été enlevé pour être jugé au tribunal de La Haye. Et finalement, après sa mort, le tribunal a déclaré qu'il était innocent de cela. Il y avait des criminels dans les trois camps, et il y avait effectivement des criminels serbes. Mais Milošević était contre cela, et il a pris des sanctions contre ces personnes, ce qui est totalement inconnu en Occident. Donc, ce que je veux dire, c'est ne me croyez pas sur parole. Ne croyez personne simplement parce que je dis ce genre de choses. Vérifiez et comparez les différentes versions. Et ne vous laissez pas entraîner dans des guerres qui sont en réalité vendues avec des mensonges, car il y a eu beaucoup de conséquences. Aujourd'hui, il y a plus de pauvreté dans beaucoup des ex-républiques de l'ex-Yougoslavie, et la plupart des gens disent que c'était pas une bonne idée de détruire la Yougoslavie, et ce n'est pas bien. Ces pays sont très faibles pour résister à l'Allemagne, à l'OTAN, etc. Je me demande simplement, vous avez dit au début que la guerre est une tragédie, et plus je l'étudie, plus j'en viens à la conclusion que ce n'est pas tant une tragédie qu'un système. C'est un système qui maintient vivante la possibilité de la violence de masse et qui est un processus auto-entretenu. Et les médias mentent, mais les mensonges et omissions systématiques des médias en font bien sûr partie. Parce que même si des personnes comme vous écrivent ensuite ces livres, ou que nous avons maintenant sur l'Ukraine, par exemple, nous avons le livre d'Ivan Khachanovski sur le Maïdan de 2014, la révolution de la dignité, comme on l'appelle euphémiquement. Et Ivan Khachanovski a démontré dans un livre très dense que les personnes qui ont été abattues l'ont été depuis le côté des manifestants. Il s'agissait d'un moment provoqué par des individus qui voulaient créer un bain de sang, qui voulaient que des gens meurent des deux côtés et qui souhaitaient une intervention occidentale, ainsi qu'un changement d'opinion, menant au renversement de ce gouvernement. Et cela est connu. Ce n'est même pas, je veux dire, on n'en parle pas, mais c'est connu. Et les faits que vous avez mentionnés sont connus, mais on n'en parle pas. Comment est-il possible que les médias soient à ce point complices? Ce que vous dites est présenté dans ce livre. En fait, c'est intéressant parce que cela s'était déjà produit à Caracas. À Caracas, en 2002, vous savez, il y a eu un coup d'État contre Chavez, Hugo Chavez, et il a été remplacé par le chef de l'élite patronale. Et les médias occidentaux ont immédiatement affirmé que Chavez avait ordonné à ses forces de combattre les manifestants qui se dirigeaient vers son palais et qu'il avait ensuite été renversé à cause de cela. Et j'étais là. Un très bon enquêteur français, Maurice Lemoine, a mené une enquête et a montré qu'en réalité, tout avait été organisé par des snipers installés sur les toits des 7e et 8e étages d'un immeuble. Ils tiraient à longue distance, à la fois sur les manifestations pro-Chavez et anti-Chavez. Et l'idée était de provoquer cela. Et c'est la même chose qui s'est produite à Maïdan en 2014. Et des amis m'ont dit que c'était pareil en Lettonie, quelques années auparavant. Donc c'est un classique de la CIA de provoquer ce genre de situation. Et cela est montré dans le livre Le Maïdan.
Il est aussi très intéressant d'écouter certains experts américains, par exemple George Friedman, qui est le dirigeant de Stratfor, le think tank le plus célèbre des États-Unis, très officiel. Et il a dit en 2015, les Russes disent que Maïdan était un coup d'État américain, et ils ont raison. C'était un coup d'État. Et ensuite, il explique, c'était lors d'un débat à Chicago sur les relations internationales, et il explique que c'était un coup d'État. Nous avons vu ce que disaient les Russes en Syrie. Cela ne nous a pas plu. Ce qu'ils faisaient était très mauvais. Nous leur avons donc montré que nous pouvions le faire. Et il dit explicitement que nous pouvions organiser l'instabilité en Ukraine. Et tout allait bien sur le Maïdan. C'est ce qu'il dit. Il détruit donc complètement la version officielle occidentale, selon laquelle, au début, il s'agissait d'une manifestation populaire contre la corruption. Et en effet, le président était corrompu, comme tous les oligarques en Ukraine, et celui-ci était un peu plus corrompu. Mais la manifestation a très vite été transformée par les milices nazies, etc., qui se sont organisées pour préparer un coup d'État en accord avec Victoria Nuland, les États-Unis et la CIA. Cela a également été montré lors de certaines conférences secrètes avec Victoria Nuland et une autre avec Catherine Ashton, qui ont été interceptées par les Russes. Cela a été publié. Il n'a pas été nié que les conversations étaient réelles, mais cela n'a jamais été relayé dans les médias occidentaux. Vous voyez? Donc c'est toujours, je le dis, le plus grand mensonge médiatique n'est pas ce que l'on dit ou ce que l'on manipule, c'est ce que l'on cache. Il cache toujours les choses les plus importantes dans chaque guerre. Vous avez commencé cela. Vous avez dit en 1991. Selon vous, la manière dont les médias manipulent, déforment et mentent à propos des événements politiques pour justifier la guerre et les conflits armés, est-elle un phénomène récent à cette échelle? Ou n'est-ce que la dernière version de ce qui se passe depuis 2000 ans? Je pense que la propagande de guerre est aussi ancienne que la guerre elle-même. Elle a commencé avec Jules César, qui conquit la France, la Belgique et ainsi de suite. Et il était en même temps le journaliste, je veux dire, il écrivait un livre sur la guerre en Gaule. Il expliquait que son ambition était de devenir empereur à Rome. Donc, il menait la guerre et envoyait sa version de la guerre à Rome. C'est donc à ce moment-là que cela a commencé. Et vous avez un très bon exemple. La Première Guerre mondiale était en réalité, à mon avis, une guerre entre plusieurs impérialismes qui voulaient se partager ou se repartager le monde. Il y avait l'impérialisme allemand, l'impérialisme français et britannique, et aussi russe. Et chaque camp disait, nous sommes les bons, et les autres étaient le mal, les monstres, et ainsi de suite. En Grande-Bretagne, pour vendre la guerre à la population, ils ont inventé que l'armée allemande, en envahissant la Belgique, tuait des bébés, déjà des bébés, en leur plantant des couteaux dans le ventre, et ainsi de suite. Des histoires horribles. Vous avez une très bonne historienne belge, Anne Morelli, qui a publié un livre basé sur un lord britannique, Lord Ponsonby, qui a inventé ce concept des principes de la propagande de guerre. Ce livre montre comment les Britanniques, et il y a beaucoup d'images, pas de photos à l'époque, bien sûr, mais des dessins, pour montrer l'atrocité des Allemands. Donc il fallait faire la guerre. La guerre était absolument injuste. C'était absolument une guerre impérialiste des deux côtés. La seule bonne position était « Nous ne voulons pas de la guerre, nous ne voulons pas y participer ». Pour cela, Jean Jaurès a été assassiné en France. Beaucoup de soldats qui ont refusé ont été exécutés parce qu'ils rejetaient la réalité de la guerre. Ce n'est pas nouveau. On ne peut pas faire la guerre, gagner de l'argent avec cela, et envoyer des soldats se faire tuer sans mentir. La question, bien sûr, concerne les techniques,
le marketing, les techniques améliorées et maintenant l'intelligence artificielle. On le voit, mais c'est une vieille histoire. Il faut étudier les nouvelles formes, mais il faut aussi comprendre et éduquer les gens sur le passé, car aujourd'hui c'est très sensible. Et si vous venez dire, eh bien, en Ukraine, ce n'est pas exactement comme on vous le raconte, vous obtiendrez la réaction de votre professeur là-bas, très émotive, furieuse. En réalité, les gens ont peur. J'analyse cette réaction comme de la peur. Ils ont peur de voir que tout ce en quoi ils croient, les informations auxquelles ils croient, ne sont pas vraies. Peut-être faut-il changer d'avis à ce sujet. C'est très effrayant. C'est dangereux. Et donc, je pense qu'il est très important que les gens étudient, et cela devrait commencer à l'école, les exemples de mensonges médiatiques passés, car ils sont moins contestés et on peut apprendre du passé. Le fait est que nous les connaissons, n'est-ce pas? Je veux dire, l'un des exemples les plus célèbres de mensonges de guerre, du moins dans la partie germanophone de l'Europe, c'est l'affirmation d'Hitler, selon laquelle l'Allemagne aurait été attaquée par la Pologne en 1939. Et vous savez, depuis les premières heures du matin, nous ripostons. C'est une phrase très très célèbre. Et les Allemands, ou une grande partie du public allemand, sont le plus facilement convaincus qu'il faut combattre la Russie. Nous devons même envoyer des missiles Taurus, un soutien très important pour Israël, parce que les pauvres Juifs sont constamment attaqués par de méchants nazis, n'est-ce pas? Des nazis du Moyen-Orient, actuellement. C'est ainsi que la situation est présentée. Pourquoi cette connaissance du passé ne se traduit-elle pas par une critique des mensonges actuels qui circulent et sont acceptés? Eh bien, vous avez raison de mentionner que Hitler appliquait bien sûr ces 5 principes de la propagande de guerre. Il cachait qu'il s'agissait d'une guerre économique impérialiste. Il était financé par les grandes entreprises allemandes, Krupp, Thyssen, la sidérurgie, la chimie, etc., pour obtenir plus d'espace, plus de marchés, plus de ressources et pour piller. Et le pétrole était déjà une grande motivation dans cette guerre. Et bien sûr, il utilisait aussi ce que j'appelle le 4e principe, se présenter comme une victime, comme l'attaqué. En effet, on disait au peuple allemand qu'il était attaqué. C'était donc une sorte de guerre préventive. Nous attaquons parce que nous sommes en danger. Et bien sûr, cette propagande était très puissante parce que Goebbels utilisait, de manière très intelligente, la nouvelle invention de la radio. La population allemande souffrait de pauvreté, de chômage, de beaucoup de choses. Le Parti communiste était très fort à cette époque. L'Allemagne a failli connaître une révolution socialiste en 1919. Puis Hitler et les forces qui le soutenaient ont dû trouver quelqu'un à blâmer. En effet, ils ont affirmé que des étrangers attaquaient l'Allemagne et ont donc déclaré « Nous devons mener une guerre préventive ». Ce que vous soulevez, c'est pourquoi les gens autour de nous ne sont-ils pas conscients, malgré tous ces exemples. Je dirais d'abord, ne parlez pas du peuple dans son ensemble, car il existe plusieurs catégories. Certaines personnes sont bien conscientes et lucides, et elles essayent d'expliquer cela à leur entourage, ce qui n'est pas facile. Quand on s'oppose à la propagande de guerre, il n'est pas facile d'en parler. Et on voit à quel point la discussion autour d'Israël est difficile en ce moment. Eh bien, c'est moins difficile qu'avant, mais cela a toujours été une discussion très compliquée. Et j'essaye d'aider les gens à mieux comprendre, mieux expliquer, mieux convaincre et mieux discuter. Il ne faut pas discuter avec des émotions, il faut discuter avec des faits, vérifier les faits ensemble, et ce genre de choses. Ensuite, il y a une majorité de personnes qui ont le sentiment de ne pas pouvoir faire confiance aux médias. On voit dans les sondages que beaucoup de gens disent « je ne fais pas confiance aux médias ».
Mais en même temps, ils tombent dans le piège concernant l'Ukraine, la Syrie, etc. Donc c'est complexe, et c'est aussi normal. Beaucoup de gens n'ont pas le temps d'étudier ces sujets. Beaucoup de personnes qui travaillent, eh bien, elles ont de longs trajets. Parce qu'avant, on travaillait à l'usine ou au bureau, et quand on rentrait à la maison, c'était terminé et on avait du temps pour soi et pour la famille, peut-être pour lire, étudier, discuter, etc. Et maintenant, avec ces téléphones, on ne s'arrête jamais de travailler, parce que le patron peut vous appeler ou vous envoyer des messages, et il faut travailler le soir, le week-end. Beaucoup de gens dans mon pays, il y a beaucoup de couples, parce qu'on travaille en permanence. Donc les gens sont fatigués. Ils rentrent du bureau, ils doivent encore travailler, s'occuper des enfants, et ainsi de suite. Donc on est fatigué. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde un peu la télévision, on voit un bon film, et puis voilà. Je ne leur en veux pas. Je pense que nous devons réfléchir à la manière dont nous allons attirer ces personnes. Leur dire, réfléchissez-y, car pour faire la guerre, ils utilisent votre argent, ils utilisent peut-être votre fils ou votre fille et ils provoquent le terrorisme, etc. Donc soyez conscients que la bonne information est aussi votre problème. Et je pense que nous devons trouver un moyen d'attirer les gens de façon très populaire et simple. Par exemple, maintenant, en plus des livres, je produis des vidéos, un format de vidéo qui s'appelle la Minute Michel. Donc ça dure moins de 2 minutes, et je réagis à un événement d'hier, ou à une citation, ou à un post, ou au discours de Macron aujourd'hui, etc. Et j'essaie d'expliquer aux gens ce qui est caché là-dedans et comment ils devraient l'analyser. Et tout cela parce que, vous savez, je ne serai plus jamais invité à la télévision. Il faut donc trouver d'autres moyens d'atteindre les gens, avec les réseaux sociaux, les vidéos courtes et ainsi de suite. Mais pas seulement. J'encourage vraiment les gens à lire des livres, à étudier, car c'est la meilleure façon de comprendre en profondeur. Lire des livres, prendre des notes, s'approprier le contenu, etc. et être actif dans la discussion. J'encourage les gens à discuter des livres, non seulement avec des amis et des personnes qui sont déjà d'accord avec vous, mais surtout à en discuter avec ceux qui ne sont pas d'accord, qui sont influencés par les sionistes ou la propagande de guerre. Et et c'est tout à fait possible. Si vous avez une bonne méthode, si vous restez calme et posé, si vous discutez avec méthode, je pense que c'est vraiment possible. Oui, c'est vrai. D'une certaine manière, il est aussi dangereux de commencer à prêcher des convaincus, non? De ne discuter qu'au sein du même groupe, tandis que l'autre groupe, les 80%, leur récit reste intact, intouché. Oui, on a l'impression que tout va bien, etc. Parce que si l'on discute avec des personnes qui sont d'accord avec nous, c'est agréable, c'est plaisant. Mais le vrai travail consiste à convaincre de nouvelles personnes. Je fais cela sur cette chaîne tout le temps. Je n'invite que des personnes comme vous qui sont d'accord avec moi. Mais c'est un point très important. Mais laissez-moi peut-être vous demander comment vous interprétez la situation actuelle en Europe, car ce que nous n'avions jamais vu auparavant, et je l'interprète plutôt comme un signe de faiblesse, c'est que pour la première fois, l'Union européenne s'est sentie obligée d'interdire ouvertement une autre source d'information. Russia Today, Sputnik, il est interdit de les diffuser. C'est nouveau. Et en fait, la Suisse, et je suis généralement très critique envers la Suisse, mais pour une fois je dois dire, bien joué. Ils ont dit, nous n'allons pas interdire cela, car ça va à l'encontre de notre conception d'une société libérale. Ils l'ont formulé ainsi. Mais l'Union européenne, c'est interdit, n'est-ce pas? Comment interprétez-vous ce besoin d'utiliser la force brute de la loi pour empêcher d'autres récits d'émerger? Vous avez raison, c'est un signe de faiblesse.
Cela fait des années qu'ils nous disent qu'ils sont les pays des droits de l'homme, de la liberté d'expression, etc. Et puis il y a un média qui présente simplement une autre version. On peut critiquer Russia Today, je ne dirais pas que c'était parfait, mais c'était plus équilibré que tous les médias dominants occidentaux, parce qu'ils invitaient souvent les deux parties. Donc c'est un signe de faiblesse. Vraiment, comme je l'ai dit, ils n'osent pas débattre. Et en effet, c'était aussi une grande manipulation de la part d'Ursula von der Leyen, car ce n'est pas dans les compétences de l'Union européenne. Ils ont donc dû le présenter non pas comme une interdiction des médias, mais comme une question de concurrence économique déloyale, etc. Donc je pense que les gens devraient écouter d'autres médias. Mais plus important encore, je pense que nous devons construire nos propres médias. Investigation est un petit média indépendant qui rencontre de gros problèmes financiers. Nous avons un site web, une chaîne YouTube, nous publions des livres, nous avons une équipe d'enquête spécialisée dans les mensonges médiatiques et nous organisons de nombreux débats et sessions de formation, etc. Donc, c'est un travail énorme. Nous avons eu quelques succès, je dirais, mais il y en a d'autres dans d'autres pays également. Je pense que nous devrions mieux coordonner les médias indépendants. Il y a de très bons exemples aux États-Unis, comme The Grey Zone par exemple. Nous devrions essayer d'échanger nos expériences, de mieux nous coordonner et de produire quelque chose de plus unifié au quotidien. Par exemple, les images qui n'étaient pas vues. Nous m'avons appris de ces cas de plus efficaces pour convaincre davantage de personnes. Mais en effet, c'est un signe de faiblesse. Et vous savez, la réaction. J'ai récemment publié une très courte vidéo à propos de Trump et j'ai dit que je le déteste et que je l'aime. Je le déteste parce qu'il est raciste, homophobe, contre les femmes et ainsi de suite. C'est horrible. Et d'un autre côté, je l'aime parce qu'il dit la vérité et il montre que Biden, Obama, Clinton, etc. mentaient tous à propos des guerres. Et il a aussi dit « Nous payons beaucoup de soi-disant médias grand public indépendants dans de nombreux pays. Eh bien, c'est de l'argent gaspillé. Je ne paierai plus pour eux de toute façon. » Alors ils se sont tous précipités. Nous sommes finis. Et ils montraient aux gens que les informations qu'ils recevaient étaient payées par les États-Unis pour les manipuler. Donc bien sûr, les médias occidentaux n'ont pas commenté cela. Voyez-vous un rôle? Et d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que la coordination entre médias indépendants serait une excellente chose et qu'il serait important de construire quelque chose qui nous permette de contrer ensemble cette propagande. Mais voyez-vous un rôle pour, comment dire, la mentalité occidentale ou euro-américaine dans tout cela? Parce que ce que vous venez de souligner, c'est cette idée d'accepter que deux choses peuvent être vraies en même temps. On peut détester Trump et l'aimer en même temps. Il n'est pas nécessaire de choisir. On peut accepter de faire les deux. Je peux accepter que la guerre en Ukraine soit en même temps à la fois une agression de la Russie et provoquée. Je veux dire, ces deux choses n'ont pas besoin de s'exclure mutuellement. Mais le récit dominant, nous force constamment à choisir. Je veux dire, les médias britanniques sont les pires à ce sujet. Ils demandent toujours, par exemple à propos du 7 octobre, « Condamnez-vous le Hamas ». Condamnez-vous le Hamas. D'abord, il faut choisir son camp. Et ensuite, on a le droit de dire quelque chose. Mais il faut choisir. Et cela me semble particulièrement euro-américain. Partagez-vous cette impression? Ou est-ce que je me trompe? Ne croyez pas que seuls les médias britanniques faisaient cela. En France, il était impossible pour les personnes qui avaient un peu de sympathie ou de compréhension pour les Palestiniens. Il était impossible de passer à la radio ou à la télévision sans d'abord subir une sorte d'interrogatoire policier. Et si vous ne répétiez pas 3 fois,
je condamne le 7 octobre, je condamne le Hamas, etc., alors vous n'aviez pas le droit de parler. Je dirais que ce que nous montrons dans le livre, c'est d'abord que ce n'est pas seulement le Hamas. Tous les combattants du côté palestinien ont participé au 7 octobre, même si le Hamas a pris l'initiative et dirigeait. Je veux dire tous, ce qui inclut le FPLP, en parlant français, les deux mouvements marxistes et non religieux, le FPLP, etc. Ils participaient et participent encore aujourd'hui. Donc c'était pas une action religieuse, c'était une action anticoloniale. Deuxièmement, cette idée de condamnez-vous est basée sur les mensonges de Netanyahou et sa propagande. Des bébés décapités, fausses nouvelles. Des femmes violées, fausses nouvelles. En Israël, tout le monde le sait maintenant. Mais en Occident, il est interdit de le dire. C'était une action militaire et des experts israéliens disent qu'elle a été brillante. Elle était organisée, planifiée, très bien exécutée. Ils ont pris par surprise les bases militaires qui attaquaient Gaza depuis des années et qui, du point de vue du droit international, étaient illégales. Ce qui est illégal, ce n'est pas d'attaquer des bases militaires. Ce sont les bases militaires qui occupent et attaquent Gaza depuis des décennies. C'était en réalité une préparation au génocide. Donc je pense que c'est le premier point à souligner. Et ensuite, en effet, il faut construire, eh bien, il a dit, que pouvons-nous faire en Occident? J'insisterai sur le fait que nous ne sommes plus le centre du monde. La bataille de l'information se déroule partout. The battle of information is happening everywhere, and people in Et les populations d'Amérique latine, d'Asie, d'une grande partie du monde arabe et de l'Afrique noire ne croient plus les médias occidentaux ni la version occidentale des faits. Même à propos de l'Ukraine, beaucoup de personnes en Afrique et en Amérique latine disent « c'est votre guerre, cela vous concerne ». Et concernant cette question de l'Ukraine, je pense que la meilleure position a été exprimée par feu le pape François, qui a dit « ce que Poutine a fait n'était pas bien ». Mais j'y réfléchis, et je pense que la réaction de Poutine a été provoquée par l'OTAN, qui était comme un chien agitant à la porte de Moscou, et ainsi de suite. Il expliquait une position très pertinente. Donc je pense que vous voyez, nous devons organiser la stratégie. D'abord, écouter les peuples du Sud, écouter leurs sources, écouter les victimes, et toute action en Occident devrait se fonder là-dessus. Nous ne sommes plus le centre du monde. Et le problème, c'est que malheureusement, au sein de la gauche européenne, la majorité des gens, même parmi les organisations dites révolutionnaires, trotskistes, anarchistes, etc., ont la mentalité selon laquelle nous sommes le centre du monde, que nos médias disent la vérité et que la guerre occidentale contre la Libye, la Syrie ou l'Ukraine est bonne et juste. C'est pourquoi, avec mon camarade Saoud Bamama, un sociologue algérien vivant en France, nous avons publié La gauche et la guerre, analyse de la capitulation idéologique. Malheureusement, depuis l'Irak, la Yougoslavie, la Libye, etc., au sein de la gauche, je parle de la gauche, et je ne parle pas spécialement du Parti socialiste, car ils sont devenus, pour la plupart, pas les membres ordinaires, mais les dirigeants, une partie de l'appareil de guerre. Malheureusement, même cette soi-disant gauche radicale à chaque guerre dit « D'accord, les États-Unis ne sont pas bons, la France n'est pas bonne, mais leur dictateur local ne vaut pas mieux, et ainsi de suite. » Et cela déforme la réalité. D'accord, certains pays étaient dirigés par des dictateurs. C'est vrai, ce n'est pas toujours le cas. Chavez ne l'était pas, et d'autres non plus, mais soit, ce n'est pas le problème. Je veux dire, c'est une question qui concerne la population locale. C'est à elle de décider qui est le meilleur dirigeant pour son pays. Mais Kadhafi n'a pas été attaqué parce qu'il était un dictateur. Il a été attaqué parce qu'il ne voulait pas capituler devant les multinationales. Et il commençait à financer le développement indépendant de l'Afrique contre la Banque mondiale,
contre le FMI, contre le chantage et la pression des multinationales occidentales. C'est pourquoi il a été attaqué. Et nous devons avoir cette discussion. Si nous voulons que les forces progressistes soient plus fortes dans la défense de la paix et pour reconstruire un mouvement anti-guerre qui a malheureusement disparu, nous devons analyser cette capitulation et nous devons avoir beaucoup de discussions avec ces personnes. Premièrement, ne croyez pas à vos médias. Deuxièmement, écoutez les peuples du Sud et écoutez la voix de l'indépendance. Le problème de la démocratie sera résolu par la population elle-même par la suite. C'est une remarque vraiment, vraiment pertinente. Mais pensez-vous que cela constitue aussi, dans une large mesure, une attaque coordonnée contre le mouvement pacifiste? Parce que, vous savez, c'est finalement le mouvement pacifiste aux États-Unis qui a mis fin à la guerre du Vietnam. Et on peut voir comment, après la guerre du Vietnam, il y a eu un effort conscient pour empêcher que cela ne se reproduise, notamment par la répression très sévère de tout lanceur d'alerte sérieux. Je pense à Edward Snowden, je pense surtout à Julian Assange. Ces personnes ont été réprimées avec une telle violence que jusqu'à aujourd'hui, dans l'esprit du public, elles sont essentiellement perçues comme des pervers, des exilés, des individus horribles dont on ne veut même pas entendre parler. C'est le niveau de diabolisation qui a été atteint. Et ce n'était pas le cas avec M. Ellsberg, n'est-ce pas? Et avec, comment s'appelle-t-il? Milley, le journaliste. Seymour Hersh. Seymour Hersh, bien sûr, Seymour Hersh. Ce n'était pas le cas pour eux. Et maintenant, c'est le cas. Et nous n'avons pas ces grands lanceurs d'alerte en ce moment. Donc, d'une certaine manière, on peut voir comment la faction belliciste en Europe et aux États-Unis a en quelque sorte tiré les leçons et a commencé à démanteler, intellectuellement et opérationnellement, le mouvement anti-guerre, au point que, dans la guerre en Ukraine, la gauche et je suis un membre cotisant des sociodémocrates en Suisse, vous savez, ils faisaient pression pour l'exportation d'armes vers l'Ukraine. Ils poussaient pour cela. Et cela me dégoûte. Que pensez-vous de la question de savoir s'il s'agit d'un effort actif? Eh bien, vous avez évoqué de nombreux points importants. Tout d'abord, je tiens à remercier très chaleureusement Julian Assange et son épouse pour leur combat, car il a été vraiment, vraiment important. C'était véritablement une lutte pour la liberté d'être réellement informé. Je considère Julian Assange comme un héros de notre époque, et il devrait y avoir des statues et des lieux portant son nom, etc. Nous devons être vraiment très, très reconnaissants pour cela. Bien sûr, la répression contre le journalisme est aujourd'hui bien plus forte qu'auparavant. La raison en est que ce système impérialiste est en déclin rapide, en pleine crise. Je pense que ni Biden, ni Kamala Harris, ni Trump n'ont de solution. Ils ne savent pas quoi faire. Je vois cela comme des efforts désespérés pour maintenir la domination des États-Unis dans le monde. Et ils font des choses contradictoires, sans aucune solution. Nous avons le pouvoir, si nous agissons de manière coordonnée, si nous nous organisons pour dénoncer les mensonges des médias, nous avons vraiment la force de changer cette relation et ce système. Je pense que la répression du journalisme est aujourd'hui très forte. Plus de 200 journalistes ont été tués à Gaza. Ce célèbre journaliste palestinien, chrétien, syrien, a été assassiné. Aucun problème pour les gouvernements occidentaux. D'accord. Tuer un journaliste délibérément. Aucun problème. Allez-y. Donc cette question du journalisme est vraiment devenue une lutte de vie ou de mort. Et je pense vraiment que nous devons nous battre pour la liberté de l'information. Ce qui signifie non seulement protéger Julian Assange, protéger les lanceurs d'alerte, protéger les journalistes, mais aussi attaquer les gouvernements qui les tuent, qui les répriment, intenter de nombreux procès, aller devant la justice, à la haie, et ainsi de suite, et construire un réseau de contre-information.
Et vous savez, quand je vais dans la rue ou lors de manifestations, beaucoup de gens me disent « Oh, nous vous remercions pour ce que vous faites, continuez, etc. » Et je leur réponds « Je ne suis rien si vous n'êtes pas aussi dans la même lutte. » If you are not also in the same struggle. And what will be decisive is not Et ce qui sera décisif, ce n'est pas moi, c'est vous. À combien de personnes allez-vous parler? Combien de médias allez-vous interpeller? Et quelles actions allez-vous entreprendre pour contrer cette désinformation? J'ai donné de nombreuses conférences et pendant des années, je terminais mes interventions en disant « Nous sommes tous journalistes ». Et je le crois vraiment. La bataille médiatique doit devenir un véritable mouvement citoyen, large, un mouvement populaire. Il n'y aura pas de mouvement anti-guerre si vous n'avez pas un mouvement d'information indépendant fondé sur les citoyens, hommes, femmes, toutes générations, toutes origines. Men, women, all generations, all origins. Je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, c'est l'un des endroits les plus importants pour mener le bon combat, l'espace cognitif. Et nous avons beaucoup de personnes compétentes qui ont réalisé d'excellentes analyses, y compris vous. Mais aussi, par exemple, en Allemagne, Johann Stögel, qui a écrit sur la guerre cognitive en tant que discipline réelle de l'OTAN. Ils étudient cela, ils le pratiquent, et ils en parlent même ouvertement. La guerre cognitive, non seulement contre des populations étrangères, mais aussi contre leur propre population. Ils l'affirment ouvertement. La question pour moi, et c'est peut-être la dernière question, est de savoir comment l'organiser. Parce qu'aussitôt que nous construisons des pyramides avec des structures, il devient très facile de les subvertir. Il suffit d'entrer par le sommet, de changer quelques personnes, et tout s'effondre. Nous l'avons vu avec de nombreuses institutions qui étaient censées être des institutions de paix, mais qui sont désormais davantage des institutions d'analystes de la défense. Quelle est votre idée pour construire un réseau plutôt que des pyramides? Ou comment pensez-vous que nous devrions procéder au mieux? How do you think we best do this? Well, it's complicated. I will not tell you I have the complete answer. Eh bien, c'est compliqué. Je ne vais pas vous dire que j'ai la réponse complète parce que c'est une tâche énorme. Et comme je l'ai dit, nous sommes petits. Nous sommes une petite équipe. Chez Investigation, nous avons traversé une crise financière. Nous avons du soutien, nous avons plus de soutien, mais nous sommes attaqués et il y a beaucoup de travail. Je pense que c'est une responsabilité vraiment importante de construire une coordination internationale. Je pense que nous devrions rencontrer des représentants de bons médias indépendants dans de nombreux pays. Et nous devrions nous rencontrer non pas pour faire des discours et repartir ensuite, mais uniquement pour discuter de la manière dont nous allons organiser une coordination concrète, des productions concrètes et une promotion concrète. Par exemple, ce livre « Ukraine, guerre des images » existe en anglais et j'aimerais atteindre le public anglophone, mais je n'ai aucun soutien pour cela. Nous n'avons pas de site web, nous n'avons aucun moyen de le promouvoir. Je suis sûr, je sais, qu'il existe beaucoup de bonnes initiatives. L'écrivain allemand que vous avez mentionné, je ne le connais pas. Nous devrions aussi intégrer cela dans d'autres versions, françaises, espagnoles, arabes, etc. Donc je pense que nous devrions d'abord organiser une sorte de coordination des médias indépendants pour faire des traductions, assurer la promotion et veiller à ce que les actions circulent davantage dans d'autres communautés. Et à mon avis, puisque l'image est désormais si importante, la première production que nous devrions organiser serait une sorte de journal télévisé populaire quotidien montrant les images qui ont été cachées dans les médias occidentaux. Vous avez des images d'Amérique latine, d'Afrique noire, il y a des télévisions là-bas, au Mali, au Burkina Faso, etc. Il y a des gens en Iran, au Liban et ailleurs qui publient des images et personne ne les voit. Donc, faisons d'abord une courte pause pour échanger les images qui ont été cachées et organisons une conférence internationale des médias. Michel, c'est une idée fantastique. Et je pense que je peux même aider à ce sujet,
parce que tu sais, je travaille sur une initiative avec un collègue allemand pour traduire ces discussions. Cette intervention sera disponible en 11 langues parce qu'il utilise la technologie de l'IA. Nous utilisons l'IA pour faire des voix off. Et nous pourrions probablement développer cela en quelque chose de plus grand, en un échange médiatique plus large entre les différents groupes linguistiques. Parce que oui, tu as raison. En ce moment, l'un des problèmes est que nous sommes fragmentés. Nous sommes fragmentés au sein des groupes linguistiques, mais nous sommes encore plus fragmentés entre les groupes linguistiques. Donc, il est difficile de se retrouver. C'est une bonne idée, Michel. Travaillons sur une conférence. Nous approchons de l'heure, donc je dois te laisser, mais je voudrais te remercier beaucoup pour ces idées très importantes. C'est vraiment enthousiasmant pour moi. Thank you for inviting me and for Merci de m'avoir invité et pour ce que vous avez mentionné, et j'espère que vous pourrez aider à organiser cela. Nous en avons vraiment besoin. L'ennemi est bien organisé, mais il a beaucoup de problèmes internes. Il traverse une crise morale. Beaucoup de gens ne les croient plus. Donc je pense que c'est un moment historique. Et la résistance à Gaza, ainsi que ce qui se passe en Afrique et en Amérique latine, etc., sont aussi très importants pour nous, en Europe, car la pauvreté et l'exploitation augmentent en Europe. Nous allons traverser une crise terrible. Nous risquons maintenant de voir émerger des mouvements et des gouvernements fascistes en Europe occidentale. Il est donc urgent que nous obtenions vraiment les informations dont nous avons besoin pour lutter pour la justice. Je suis tout à fait d'accord. Vous trouverez ci-dessous, dans la description, tous les liens pour Michel Colomb, où vous pouvez le retrouver, ainsi que ses livres. Si vous parlez français, beaucoup d'entre eux sont en français. Il en a également beaucoup en anglais. Découvrez son travail, Michel Colomb. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Thank you very much for your time today. Même.